Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette première conférence du Salon de l'immobilier neuf. Merci d'être venus aussi nombreux. Pour un vendredi, on est très content de voir qu'il y a beaucoup de participants à cette conférence. Ça témoigne de votre intérêt pour le logement neuf. Je suis Pierre Chevillard, je suis journaliste pour le groupe PAP et je couvre le secteur depuis plus de 25 ans à peu près, et notamment le secteur du neuf. Donc le thème de la conférence, on va vous expliquer comment fonctionne la vente sur plan. Je vais poser des questions aux intervenants que je vais vous présenter pendant une petite demi-heure et puis ensuite un micro circulera dans la salle et vous pourrez poser vos questions parce que c'est aussi le but de ces conférences, de pouvoir vous donner la parole et de répondre à vos interrogations sur l'achat, le financement, le produit logement neuf. Donc pour parler de ce sujet, nous avons avec nous Nathalie Pietrini qui est notaire associée. Et puis ça tombe bien parce que sur la vente sur plan, vous avez écrit un livre sur ce sujet-là. Exactement, j'ai eu l'honneur d'être sollicitée par Studirama pour justement faire un petit bouquin dédié aux particuliers, justement sur la vente sur plan. Tout ça est inspiré en fait de toutes les questions que nos clients nous posent lors de leur achat sur plan, puisque aujourd'hui nous sommes l'une des études qui fait beaucoup, à peu près 2000-2500 ventes sur plan par an, et nous sommes vraiment spécialisés dans l'immobilier neuf. Merci beaucoup. Et donc, à ma droite, nous avons donc Stéphane Bies, qui est président du groupe Epsilium. Alors, que fait le groupe Epsilium ? Le groupe Epsilium est un groupe de conseil en gestion de patrimoine spécialisé dans l'investissement immobilier sous toutes ses formes. Donc, on travaille beaucoup sur la VFA, c'est-à-dire la vente dans le neuf, pour investir, pour se loger. Et ce processus d'accompagnement se fait notamment sur un schéma 360, puisqu'on accompagne aussi sur la partie financement, qui est un vrai sujet en ce moment, notamment quand on veut acquérir du neuf. Oui, on en parlera justement parce que il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mais Nathalie Pietrini, quand on envisage un achat dans l'immobilier neuf, il y a un début à tout. On commence par quoi ? Est-ce qu'on commence tout de suite par aller chercher le logement ou s'il y a une petite phase de préparation à faire ? Alors déjà, il faut évidemment voir en fonction de son patrimoine si on est en capacité d'emprunter et jusqu'à combien, en fonction des fonds propres qu'on peut apporter. Donc faire une petite simulation auprès de votre banquier déjà pour avoir une tendance, voir vers quel prix vous pouvez vous diriger. Et puis la deuxième chose ensuite, c'est savoir dans quelle région, si c'est un investissement locatif, vous souhaitez investir. Donc ça, on parlera peut-être un peu plus longuement tout à l'heure des critères pour justement choisir son logement. Mais donc, vous dites qu'il faut attaquer par le financement. C'est bien d'avoir une petite idée quand même, de savoir, surtout en ce moment où les taux d'intérêt sont quand même très élevés par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années, vérifier avec votre banquier jusqu'à combien vous pouvez emprunter en fonction de votre épargne actuelle. Et la capacité d'emprunt, Stéphane Bies, c'est le seul point à vérifier avant de se lancer. Parce que bon, un crédit immobilier, il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y a énormément de paramètres et effectivement, chaque banque va avoir des critères de faisabilité qui vont être différents. Certaines vont avoir aussi des politiques de diffusion et de commercialisation qui vont être différentes, c'est-à-dire qu'ils vont être intéressés par financer des particuliers qui ont de gros moyens, ou certains vont être intéressés pour des primo-accédants. Donc ce travail-là d'enveloppe est très important, notamment quand on achète sa résidence principale et qu'on veut définir aussi sa capacité en termes de prêt à taux zéro, puisque dans ce cadre-là, la structure du foyer va avoir un impact fort et va avoir un impact notamment sur le coût du crédit, puisqu'on parlait de taux élevés. Le prêt à taux zéro est une des solutions très importantes dans le cadre du neuf. En deux mots, le prêt à taux zéro ? Le prêt à taux zéro, c'est un prêt aidé qui permet aux particuliers, notamment lorsqu'ils acquièrent dans le neuf, d'avoir une partie de leur crédit qui va se faire sur un prêt donc sans frais, sans contrepartie financière, qui va dépendre de leur foyer fiscal. Alors, leur foyer en tant que tel, puisqu'on ne parle même pas de foyer fiscal, on parle de qui va occuper le logement, c'est au titre de la résidence principale évidemment. Ce prêt à taux zéro va dépendre de son niveau de revenu et on va être éligible plus ou moins fort en fonction de ce critère-là et son foyer. Et ça peut représenter plusieurs milliers d'euros sans payer d'intérêt, alors qu'aujourd'hui les taux d'intérêt augmentent beaucoup. Exactement, c'est un vrai outil de désendettement entre guillemets. Et c'est un vrai sujet sur lequel il faut travailler. Mais ça se fait souvent avec un accompagnement qui peut être soit de sa banque, soit d'un courtier qui va avoir cette possibilité en plus d'ouvrir le scope à d'autres organismes bancaires avec d'autres politiques de taux et d'acceptation.
Et puis, sans vouloir la jouer, c'est le moment d'acheter, c'est le moment d'emprunter. Enfin, il est censé s'arrêter à la fin de l'année, le prêt à taux zéro. Oui, on peut créer cette urgence. On peut aussi se créer une autre forme d'urgence, c'est qu'aujourd'hui, sur 25 ans, on est sur des taux entre 3 et 3,5, et que d'ici le mois de juin, on prévoit qu'on soit au moins à 4,5. Donc, il y a quand même une petite fenêtre de tir à aller chercher sur l'acquisition d'un bien, hein, qu'il soit neuf ou ancien. Mais je vous rejoins sur ce sujet. Nathalie Pietrini, on dit, enfin c'est un peu comment dire une sorte de cliché, qu'un achat immobilier c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Est-ce que c'est vraiment vrai et pourquoi, si c'est vraiment vrai, c'est vraiment vrai? Oui, j'ai envie de dire que c'est le critère numéro 1. L'emplacement, c'est tout en fait, parce que si vous mettez un bien, vous achetez un bien pour un investissement locatif, il faut avoir un attrait justement pour avoir aucune difficulté ensuite pour louer. Donc avoir un secteur dynamique, être en secteur urbain avec des entreprises présentes, des universités. L'emplacement de l'immeuble, c'est important. L'emplacement aussi du logement au sein de l'ensemble immobilier est important parce que il faut toujours avoir à l'esprit le moment où vous devrez revendre. J'ai envie de dire qu'un bien immobilier, quand vous l'achetez, ça doit être un bien immobilier liquide. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans une vie. On peut avoir un accident, avoir besoin de revendre rapidement son bien. Et donc, il faut avoir la localisation. Pour moi, c'est le critère numéro 1. Et dans l'ensemble immobilier, veillez bien à l'exposition de votre logement. Évidemment, un logement exposé sud-ouest se vend plus facilement qu'un logement exposé plein nord. Quand il y a un petit balcon ou une terrasse, c'est toujours un critère supplémentaire par rapport à d'autres logements qui peuvent être vendus en même temps que le vôtre, quand vous achetez notamment dans le cadre d'un investissement où les propriétaires ont tendance à revendre tous en même temps. Et donc, plus votre logement pourra se démarquer par rapport à celui du voisin, plus vous aurez de facilité pour retrouver vos liquidités. Oui, ça peut être de la surface, ça peut être un balcon, ça peut être, comme vous dites, une exposition plein sud. Il faut chercher le petit plus qui va séduire le vendeur le moment venu. Voilà. Donc un étage élevé aussi, toujours plus flatteur qu'un premier étage. Voilà, donc il faut toujours être très vigilant sur l'emplacement. Ce n'est pas la seule chose, mais gardez à l'esprit quand même que votre bien immobilier doit être liquide. Merci. Alors, Stéphane, on a vu l'emplacement. Un logement neuf, on le choisit comment ? J'ai envie de dire, moi je commence à être un peu un vieux monsieur, donc on ouvre une plaquette, on regarde des plans, on dit voilà, c'est ça qui me plaît. Comment ça se passe ? Alors, c'est vrai qu'il faut quand même dissocier l'accession à la propriété pour soi-même, puisque ce critère-là va être différent en fonction de son mode de vie, de sa structure familiale, de son foyer, d'un investissement locatif, où là, on va mettre un petit peu moins d'enjeux sur la structure et on va plutôt se cadrer sur le potentiel locatif du projet. Donc, ce qui est difficile sur un investissement dans le neuf, c'est qu'il est neuf, par définition. Donc, il n'existe pas. Donc, il y a un effort de projection, comme l'expliquait Maître Pietrini, de projection dans qu'est-ce que le bien. On parlait d'orientation, c'est pas tant l'orientation, c'est l'ouverture, la luminosité du projet qui va nous aider à le faire. Alors oui, la plaquette, c'est un support commercial qui permet d'avoir quelques éléments. Souvent, les investisseurs disent oui, mais la plaquette sera différente de le construit. Il faut savoir que la plaquette, souvent, toujours d'ailleurs, elle va être basée sur le permis de construire. Et le permis de construire est extrêmement précis. Il va définir l'emplacement des arbres, il va définir le coloris des tuiles. Donc souvent le rendu du réel est proche de ce qu'on va aller chercher en termes de construction. Après, il existe de plus en plus aujourd'hui d'outils pour justement se projeter dans l'environnement. Il existe des vues ballons, il existe des vues drones qui permettent de voir par exemple la résidence dans son environnement, au sein de son environnement immédiat. Il existe même aujourd'hui des visites virtuelles des appartements, alors soit d'appartements type T2, T3, etc., soit d'appartements spécifiquement l'appartement que vous voulez acheter. Parce que c'est pas forcément simple de se projeter dans quelque chose qui n'est pas encore construit. C'est pas simple. C'est pas simple parce que les projets sur lesquels on va pouvoir être amené à travailler, ce sont des projets qui vont être construits dans 2 ans. Donc le quartier a le temps d'évoluer. Parfois, on va construire dans des zones d'aménagement concertées où il va y avoir toute une remise en question et une rénovation en fait de l'habitat proche. Donc il y a tout un effort de projection qui n'est pas toujours simple quand on est particulier. D'où l'importance aussi de se faire conseiller dans ce domaine-là. Et d'où l'importance aussi, d'avoir une visibilité qui soit objective, c'est-à-dire pas un seul programme. C'est bien d'avoir aussi un choix, de travailler sur des choses qui permettent de comparer pour faire le bon choix. Et dans ce choix-là, au-delà de l'emplacement, je pense qu'il faut aussi avoir une vigilance forte sur le prix.
parce que les évolutions des coûts de travaux ces dernières années, les évolutions de normes thermiques font qu'aujourd'hui, oui, le neuf a beaucoup évolué. Alors, si vous l'entendez, aujourd'hui, il y a quand même un volume de transactions qui est plus faible, qui ouvre l'opportunité aux investisseurs, par définition, puisque quand il y a moins de transactions, il y a plus d'offres commerciales qui sont proposées par les promoteurs, et c'est peut-être, en au-delà de l'évolution des taux, la période la meilleure peut-être pour investir aujourd'hui. Oui, parce que les normes environnementales et thermiques vont se renforcer dans les prochaines années. Clairement, nous on travaille aussi sur la transaction dans l'ancien et on voit que d'ores et déjà il y a un filtrage très fort sur les bâtiments, les appartements qui consomment trop. C'est-à-dire on n'a pas de sollicitation commerciale. Donc être au top de l'économie d'énergie, c'est vraiment l'avenir et c'est un plus qu'on ne matérialise pas assez fort dans l'achat du neuf. C'est vrai qu'on est passé récemment de la RT 2012, donc il y avait une évolution qui avait été qui s'était perdu pendant un temps, à la RE 2020. Réglementation thermique 2012 et réglementation environnementale 2020. Exactement. Donc cette évolution vers la RE 2020 n'apporte pas une économie énorme en termes d'énergie. Elle apporte juste cette notion de bâtiment passif. Elle apporte aussi la notion d'empreinte carbone dans le modèle de construction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser de pierre venant de Bretagne quand on construit à Lyon, par exemple. Donc elle n'a pas une plus-value énorme. Ça veut dire que la RT 2012 reste tout à fait valable et il y a aujourd'hui pas mal de programmes qui sont disponibles sur cette réglementation thermique ancienne, entre guillemets. Merci. Maître Pietrini, donc, on est allé sur place, on a trouvé le logement, donc on signe. Mais on signe quoi? Alors, le premier document que vous allez signer s'appelle un contrat de réservation, ce qui correspond dans l'ancien à ce que vous avez plus l'habitude peut-être de voir des promesses de vente. Donc on est dans le secteur de l'habitation, c'est un secteur extrêmement réglementé, donc très très balisé. Donc normalement vous signez ce contrat de réservation directement avec le promoteur. Vous passez rarement devant le notaire pour signer un contrat de réservation, donc sur site, au niveau du bureau de vente souvent, ou de plus en plus de manière dématérialisée. Donc le contrat de réservation vous engage définitivement. Le promoteur, lui, s'engage à vous vendre s'il réalise l'opération. Comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore bouclées quand vous signez votre contrat de réservation. Le permis, généralement, est déposé, bien sûr, pas toujours obtenu. Donc, il y a l'aléa de l'obtention du permis de construire, des recours éventuels. Et donc, il y a toujours un aléa. Il y a les études également de sol qui peuvent venir impliquer des coûts supplémentaires pour le promoteur. Donc, il y a toujours une incertitude pour le promoteur lorsqu'il signe le contrat de réservation. Dans la grande majorité des cas, le promoteur va quand même jusqu'au bout. Donc au moment du contrat de réservation, vous signez bien sûr le plan que le promoteur vous a présenté et que vous acceptez, et ce qu'on appelle la notice descriptive. La notice descriptive, ça correspond à tous les matériaux qui vont être utilisés dans votre logement. Donc ça va définir la qualité du sol, s'il y a du carrelage, du parquet, la robinetterie également, et également tous les matériaux qui seront utilisés dans les parties communes. Avec le plan de vente, la notice descriptive est un élément essentiel pour déterminer les caractéristiques de votre bien. Ensuite, vous avez d'autres choses impératives. Vous avez un échéancier du prix. Donc, il y a un échéancier très précis dans le régime de l'habitation avec des plafonds à ne pas dépasser. Vous avez un petit dépôt de garantie généralement qui vous est demandé par le promoteur. La législation demande 5% maximum si vous devez signer le contrat de vente dans l'année suivant la signature du contrat de réservation, 2% si vous signez dans les 2 ans et aucun dépôt de garantie si vous signez au-delà des 2 ans, si jamais il y avait des problématiques en termes de recours, notamment sur le permis de construire. Voilà, donc vous avez des seuils qui sont, je ne vais pas tout vous détailler parce que la réglementation est très précise, mais retenez en tout cas, ce qui est important, c'est le plan et la notice descriptive. Dans le courant du contrat de réservation, on en parlera peut-être après, vous pourrez modifier certaines choses si jamais vous avez des idées d'aménagement qui vous viennent en cours de route. Oui, juste avant de parler justement de la personnalisation, il se peut que l'opération n'aboutisse pas. Or, on a versé de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si l'opération n'aboutit pas, du fait du promoteur parce que, par exemple, il y a eu un refus de permis de construire, ou du fait de l'acquéreur parce que vous n'avez pas eu, par exemple, votre offre de prêt que vous attendiez, eh bien, le dépôt de garantie vous est bien entendu restitué dans les 21 jours
du jour où vous aurez en effet fait savoir que vous ne pouvez plus donner suite ou que le promoteur ne peut pas donner suite. Retenez également quelque chose qui est important parce que parfois, dans l'engouement des signatures des contrats de réservation, vous vous dites « Ah mince, finalement, ce n'est pas le bien que j'aurais voulu avoir ». Le promoteur doit vous notifier le contrat de réservation avec le plan et la notice descriptive, donc qui détermine encore une fois l'objet de la vente. Et à compter de la réception, du lendemain de la réception du recommandé qui vous sera adressé, vous avez un délai, comme dans l'ancien, de 10 jours pour vous rétracter sans aucune pénalité. Si vous avez versé un dépôt de garantie, il vous est restitué également. Alors Stéphane, donc ça y est, on a signé. Maintenant, il faut aller chercher les sous, j'imagine. C'est exactement ça. Il faut aller chercher le crédit. C'est vrai que dans ce cadre-là, on a un temps qui est déterminé, qui est en général de 2 mois. C'est ce qui se pratique à peu près. Donc 60 jours pour obtenir un financement. Donc il faut aller chercher le financement qui répond déjà à ces critères et à ce qu'on est capable de rembourser. Et dans ce cadre-là, voilà, il y a la notion d'apport, de ce qu'on veut fournir, qu'il va falloir matérialiser. Et souvent, c'est bien de solliciter des acteurs dans ce cadre-là et de trouver la bonne solution avec une contrainte en ce moment qui est le taux d'usure, qui est un vrai sujet puisque c'est un taux au-delà duquel les banques n'ont pas le droit de prêter. Et c'est vrai que ça va assez vite puisqu'aujourd'hui, le taux d'usure est fixé à 4%. Sur 25 ans, on obtient des taux à 3,20, donc il suffit que les frais accessoires, assurances, etc. soient un peu élevés et on peut avoir des sujets. Donc il y a des parades, puisqu'on peut aussi aller chercher, quand l'organisme prêteur est d'accord, des délégations d'assurance, qui permettent de baisser justement le taux global. L'assurance, ce n'est pas celle que propose la banque, c'est un assureur extérieur, c'est ça? C'est un assureur extérieur privé qui va proposer des conditions tarifaires qui seront plus compétitives, mais le jeu de la banque, c'est aussi de fidéliser son client, d'avoir une marge sur son prêt. Et donc, cet enjeu de l'assurance n'est pas toujours simple à obtenir, mais ça va être une clé en tout cas. Et ce qui est sûr, c'est que voilà, ce financement qu'on va monter, qui donne un délai, va être aussi la période pendant laquelle on va aussi s'assurer et se conforter dans son choix parfois, puisque, comme on le disait, le financement est une condition suspensive. On peut aussi faire machine arrière. Bien sûr, quand on a un dépôt de garantie, mais demain, vous avez changé d'avis. Au pire, le promoteur vous garde le dépôt de garantie. Dans le meilleur des cas, si vous avez un lien commercial et que vous êtes accompagné, et ils vous rendent le dépôt de garantie. S'il y a une vraie cause majeure, voilà, vous avez un changement de situation, vous n'allez pas en prison si vous annulez un projet immobilier, évidemment. Et donc, la deuxième grosse formalité, c'est l'acte authentique devant notaire, Maître Pietrini. J'ai envie de dire que la plus grosse, c'est quand même le contrat de réservation, puisque vous avez compris que quand vous signez ce contrat, vous êtes engagé côté acquéreur. Donc la VFA, la vente définitive, ne fait que réitérer vos engagements initiaux. Donc de la même manière, eh bien, vous aurez également un délai ferme, contrairement à ce qui pouvait être indiqué dans le contrat de réservation, de livraison de votre logement. Puisque là, à ce stade-là, le permis de construire est définitif. Le notaire en charge de l'opération a vérifié que tous les feux étaient au vert, que les assurances avaient été souscrites, que le permis est bien définitif. Et donc, la date de livraison, normalement, de l'appartement ou de votre maison est de manière plus précisément indiquée dans votre, dans votre acte de vente. Pardon. Donc, de la même manière, vous avez le plan de vente qui parfois a évolué à la marge par rapport au contrat de réservation parce qu'il y a des éléments techniques qui ont pu être affinés entre cette date et la signature de la vente, ou simplement parce que vous avez demandé certaines petites modifications qui ont pu être prises en compte par le promoteur, et puis la notice descriptive qui est normalement la même que celle que vous avez signée au moment du contrat de réservation. Merci. Donc là, le chantier va démarrer. L'acquéreur, il est laissé tout seul parce qu'il va quand même se passer du temps. Il y a des blocages de fonds puisqu'on paye au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Est-ce qu'il y a un accompagnement dans ces cas-là? Alors, il peut y avoir un accompagnement dans la mesure, tout dépend de comment on a monté déjà le crédit, puisqu'il peut y avoir le choix, lorsqu'on fait ce type de projet, de demander à la banque d'avoir ce qu'on appelle une franchise totale. Donc, lorsqu'on construit un bien, on doit débloquer effectivement les fonds au fur et à mesure de l'avancée des travaux et de ce que nous donne comme justificatif l'architecte, ce qui donne lieu normalement à des intérêts intercalaires de construction, c'est-à-dire des intérêts sur les sommes qu'on débloque. Donc on a plusieurs possibilités pour travailler sur ces intérêts. Soit on va demander une franchise totale à la banque qui dit voilà, je ne vous les fais pas payer, mais vous les paierez au moment de la livraison et sur toute la durée de votre crédit. Soit on va réussir à trouver un deal avec la banque qui vous laisse payer seulement ces sommes-là.
ou parfois, et c'est souvent dans ce cadre-là que nous on va travailler, notamment sur la partie d'investissement locatif, c'est travailler sur des offres packagées qui permettent qu'il n'y ait pas de débours à proprement parler sur la période de construction et qu'on commence vraiment le projet d'investissement avec un débours financier qu'à la livraison en fait. En fait, l'idée, c'est de, quand on a un loyer à payer par exemple, c'est pas d'ajouter au loyer une charge d'intérêt intercalaire qui soit trop lourde à supporter pour l'acquéreur. Trop importante, oui, parce qu'évidemment, ça n'est pas gratuit. Alors, le jeu est différent si c'est un investissement locatif, puisque les intérêts, d'une certaine manière, peuvent être nos amis, dans la mesure où ils vont nous permettre d'éviter de payer des impôts sur les loyers, puisque ça reste un revenu et forcément, il faut le déclarer. Mais de manière générale, ça reste un coût global, ça s'intègre dans le projet global, et cette charge d'intérêt, il faut essayer de la minimiser. Et si on a les moyens notamment d'assumer ces sommes, pourquoi pas y travailler dessus, ou travailler, comme je vous le disais, sur une offre packagée qui inclut ces éléments-là et qui sécurise aussi l'investisseur, parce que ces sommes vont être déboursées tout le long de la construction, et on sait que parfois les constructions sont un peu plus longues que ce qui était prévu initialement. Merci. Et en Maître Pietrini, donc, on a payé au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ou on a eu un différé total ou partiel. Le chantier a avancé, c'est terminé. On prend livraison. Comment ça se passe? Alors, pour la livraison, je vous rappelle que les documents essentiels sont le plan et la notice descriptive. Donc, avant d'arriver dans l'appartement, relisez bien tous ces documents-là pour les avoir bien en tête. Alors, au moment de la livraison, vous allez signer un procès-verbal de livraison avec le promoteur qui va vous donner les clés. Donc c'est le moment le plus important pour vous, puisqu'en effet, vous allez constater sur place si ce qu'on vous avait promis est bien conforme en fonction de ce que vous allez pouvoir constater. Alors, donc, les précautions à prendre, c'est de vérifier, bien sûr, l'organisation des pièces, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise. Au-delà de ça, venez avec un chargeur de téléphone, essayez les prises, essayez les robinets et vérifiez que tout est en ordre. Si par extraordinaire, mais ça arrive, vous constatiez des non-conformités, un carrelage cassé, un robinet qui ne marche pas ou une prise qui ne fonctionne pas, vous aurez l'occasion, dans ce procès-verbal de livraison, d'insérer des réserves que le promoteur s'engage à lever dans les meilleurs délais. Donc, n'hésitez pas à insérer tout ce que vous voyez et si vous n'avez pas de réserve, eh bien vous signez simplement le procès-verbal de livraison, vous payez la dernière échéance et les clés vous sont remises. En revanche, si vous constatez que le bien ne correspond absolument pas à ce que vous aviez réservé, que vous estimez qu'il n'est pas achevé parce que le carrelage n'est pas posé, les fenêtres ne sont pas mises, bon, c'est des cas extrêmement rares, hein, je grossis volontairement le trait, mais là, vous pouvez refuser la livraison. Les clés, bien sûr, ne vous sont pas remises et vous ne payez pas la dernière échéance. Bon, normalement, il peut y arriver d'avoir quelques réserves. Donc, le plus courant, c'est d'avoir un procès-verbal de livraison. Vous payez le prix de vente et vous notez les quelques réserves. Généralement, vous êtes toujours excité à l'idée de enfin voir votre habitation. Donc, il peut arriver qu'il y ait des choses qui vous aient échappé au moment de cette livraison. Et vous avez donc un mois encore après l'entrée dans les biens pour faire part au promoteur de tout ce qui vous sauterait aux yeux, tout ce qui est apparent. Et donc ajouter quelques réserves à ce moment-là. Et puis après, il y a des garanties légales. Enfin, on les connaît. Hein. C'est parfait achèvement, bon fonctionnement, la décennale. En quelques mots, comment ça fonctionne? Alors, ça fonctionne bien. En général, le principe reste celui-là, c'est que quand c'est l'accession à la propriété, quand c'est votre appartement, vous allez vous constater les choses qui ne fonctionnent pas. Donc, et vous avez d'ailleurs 1 an sur la garantie de parfait achèvement pour faire des recours sur des nuisances sonores, sur des contraintes que vous n'auriez pas identifiées au moment de la livraison. Ce qui est plus compliqué parfois, c'est quand on met son bien en location et qu'on est dans un dispositif type Pinel, parce que le promoteur vous dit souvent j'ai levé les réserves, mais c'est pas toujours la réalité des choses. Donc c'est important d'avoir un rendu d'ailleurs de son locataire qui va vous informer, et c'est pour ça que nous, dans le cadre de notre gestion locative déléguée, on est toujours en interaction avec les locataires pour vérifier que les réserves ont bien été levées et que l'appart est conforme à ce qu'on avait exigé lors du procès verbal, quitte à demander un quitus de levée de réserve auprès du promoteur et lui dire voilà, vous vous engagez fermement à ce que ce soit fait et donc vous l'attestez par ce biais-là, quoi.
Donc les garanties dont on parlait, donc c'est aussi la garantie décennale, la garantie dommage ouvrage qui nous couvre, ce qu'on n'a évidemment pas dans le cadre de l'ancien. Donc c'est pour ça que la vente dans le neuf est beaucoup plus protectrice que la vente dans l'ancien. Les gros travaux donc, sont couverts par la garantie décennale. La dommage ouvrage nous protégera aussi sur les vices cachés. Donc on a quand même des éléments de sécurisation qui sont quand même forts et qui sont intéressants dans ce cadre de ces ventes. Merci beaucoup.